Très bien. Merci. Et du coup, la parole est ouverte pour une séance qu'on va essayer de faire tenir dans 1 heure. C'est pas plus, mais on va essayer. Je pense que nous avons de quoi être 1 heure ensemble. En 3 temps. Le premier temps, c'est que je vais essayer de proposer sur ce thème un certain nombre d'idées qui sont là avec le support d'un diaporama qui va être derrière, que vous pourrez avoir comme le reste des choses. Ça ne devrait pas être trop long. Et après, le deuxième temps est de beaucoup le plus intéressant, c'est celui où les 3 témoins qui sont là, effectivement, ils ont été nommés et cités, ils viennent des 4 coins de la France, vont poursuivre sur ce même sujet à partir de 3 questions qu'on va essayer de partager, mais en leur demandant de se mettre dans la position du témoin qui fait quelque chose sur ce genre d'action dont nous allons parler. Et c'est à ce titre-là bien plus intéressant que ce que moi je vais pouvoir dire avant, qui est une sorte de théorie des choses. Eux, ça va être les témoins dans la pratique. Le troisième temps, il restera peut-être quelques minutes pour rebondir sur des questions ou des interventions que, depuis la salle ou là-haut, vous avez envie de faire, en espérant que là-haut, vous avez accès à un micro. Je ne suis pas absolument sûr. En tout cas, pour la sieste, la place là-haut est... On voit des congressistes vraiment compétents. Bien. Le thème, il est dit sur ce titre, « Bénévole dans la cité, l'autre engagement à Jalmal au service de la place de l'humain en fin de vie ». Bénévole dans la cité, c'est un mot qui n'est pas le plus fréquent. On connaît bien sûr tout de suite bénévole d'accompagnement ou accompagnant bénévole. On voit tout de suite de quoi il s'agit. On a 2 autres mots qu'on utilise qui se ressemblent, bénévole dans la cité ou bénévole de structure. En fait, en nommant le thème des bénévoles dans la cité, je pense surtout à ceux de nos bénévoles qui vont mener des actions vers l'extérieur, vers la place publique sur des sujets. Ils peuvent être aussi parfois bénévoles de structure, ils peuvent être aussi parfois des accompagnants bénévoles. De ce point de vue-là, ce n'est pas une définition totalement stricte. En revanche, en les appelant bénévoles dans la cité, ça désigne bien le fait que leur champ d'action, là où ils vont se présenter en relation avec les autres, c'est dans des situations sociales, collectives, qui sont de l'ordre d'être devant des publics qui sont intéressés par les sujets, et ce sont ceux que nous allons voir. Alors, ça dit la même chose. Ce que je vous propose qu'on voit, c'est se mettre assez vite d'accord sur qu'est-ce qu'on peut appeler des actions dans la cité, ce que font les bénévoles de cité ou dans la cité de Jalmal. Quelles caractéristiques ils ont qui sont un petit peu différentes des actions d'accompagnement, par exemple, et en quoi ils ont peut-être un engagement particulier qui est cousin de l'engagement des accompagnants, mais qui est peut-être un cousin avec quelques distinctions, et c'est ça que ça va être intéressant de faire ressortir. Et c'est après avoir fait ce parcours qu'on pourra écouter le témoignage des 3 responsables associatifs qui sont là et que je remercie de venir faire, sinon une table ronde, tout au moins une tribune pour parler en fait plutôt l'un après l'autre que vraiment l'un en rond par rapport aux autres. C'est parti. Des actions dans la cité, pour se dire des choses claires, ça pourrait être des choses comme celles qui sont listées là. Typiquement une soirée débat que l'on fait à partir d'un film ou une conférence en ville sur un thème qui a été communiqué par des affiches et où vient un certain public de la ville, du village, de la commune, etc. Mais rentre aussi dans la catégorie des actions dans la cité qui agissent sur le plan de la culture, sur le plan des représentations sociales que nous avons de la mort. Toutes les séances avec des enfants d'âge scolaire qu'on a pu faire, par exemple. On n'est pas dans l'accompagnement, on est très clairement dans faire avancer quelque chose en termes de compréhension ou faire bouger des représentations, en l'occurrence sur la mort. Ça peut être des séances de travail dans l'association sur un thème donné sur lequel l'association crée pour quelques heures ou 2 fois quelques heures une réflexion collective sur un thème. Ça peut être aussi tout à fait une séance de lecture collective, par exemple de la revue dont on a vu ce matin l'abondance des sujets qui touchent de près ou loin tous nos engagements bénévoles. Organiser des séances de lecture collective de la revue est un type d'action dans la cité, même s'il est encore interne à notre association. Bon, c'est bien sûr écrire un article dans un journal, faire un témoignage public à l'occasion de quelque chose, passer à la radio qui vous a demandé si vous pouviez faire quelque chose à propos d'eux. Tout ça sont évidemment des façons d'être présent vis-à-vis de public, souvent des publics collectifs que l'on ne connaît pas du tout, mais auxquels on s'adresse avec un message ou une logique de réflexion.
Ça peut être aussi participer à des travaux d'un comité d'éthique, d'un établissement qui est proche de là où est votre association ou un comité d'éthique régional. En participant aux travaux, on est parfaitement engagé dans ce que nous pourrions appeler l'action dans la cité, la présence sur les représentations de la mort dans notre société, ou si je trouvais une formule plus heureuse qui m'est venue, je ne sais pas si elle est bonne, parler de la mort dans la vie de la société, et qui est finalement un vrai sujet, pour prendre la phrase en positif, parce que lutter contre le tabou de la mort est une formulation négative, c'est pas mauvais comme formule. Peut-être que parler de la mort dans la vie de notre société ou dans notre vie collective dit aussi ça. Ça peut être aussi participer à une audition d'une instance publique, parce que c'est le Sénat, parce que c'est le Comité consultatif national d'éthique, parce que c'est qui d'autre, et qui souhaitent, sur un sujet, recueillir l'opinion, par exemple, des associations d'accompagnement. Ça peut être encore, parce que c'est très varié, et c'est une des difficultés de ce sujet et de notre engagement, c'est que ce sont des choses variées. Ça peut être le fait de faire le traitement d'une réclamation d'un patient ou d'un malade, d'une personne qui a été prise en charge dans un hôpital, réclamation qui vient peut-être de la personne ou qui vient des proches. Et ça se fait lors d'une CDU, une réunion de la commission des usagers. C'est un rôle que l'on joue quand on est représentant des usagers. Eh bien, faire ce type de travail, c'est un autre exemple parfaitement important des actions dans la cité. Voilà, on est toujours assez loin de l'accompagnement. Je prends un exemple qui est vraiment, non pas tiré par les cheveux, mais un peu extrême pour montrer jusqu'où ça peut aller. Et ce sera un coup de chapeau et de salutation au congrès de Lorient, il y a 3 ans. Nous avions dit, travaillant sur un certain nombre de sujets, que peut-être, en tant que responsable de Jalmalve, pousser vers un habitat inclusif et, par exemple, suggérer à la municipalité qui envisage de reconstruire un EHPAD que peut-être c'est mieux de reconstruire cet EHPAD en ville, ce qui est évidemment beaucoup plus cher que de le reconstruire en périphérie, c'est en fait quelque chose qui est peut-être malin du point de vue de la solidarité et du non-abandon. Eh bien, peser sur une décision collective pour dire finalement l'EHPAD nouveau, faisons-le au centre-ville, c'est une forme d'action dans la cité. Je la cite parce qu'elle est un peu extrême. Rares sont ceux d'entre nous qui font ces choses-là. Et pourtant, dans la logique, il me semble que c'est parfaitement être présent et actif sur ce deuxième pied de Jalmalve, qui est celui de modifier les rapports collectifs que nous avons avec la question de la mort ou aussi du grand âge ou de la grande maladie dans notre société. Tout ça pour dire que c'est beaucoup, c'est très divers et ça crée des difficultés. Alors, 4 caractéristiques qui vont nous amener à dire en quoi l'engagement qu'on peut avoir n'est peut-être pas le même que celui dans l'accompagnement. Première caractéristique, c'est souvent des choses où il y a une initiative originale. On fait du neuf, on travaille sur quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, vous allez imaginer une soirée débat sur tel thème, et ça, c'est vous qui l'avez inventé, c'est pas le calendrier national qui vous l'a filé, c'est vous, c'est une création. Si on lance une campagne d'information sur les directives anticipées, ce que nous avons fait il y a quelques années, eh bien sûr, il y avait un terrain, il y avait une nouvelle loi, il y avait des dispositions à faire connaître, mais l'initiative de mettre des moyens, des méthodes et de mobiliser les associations, c'est venu de la fédération et ça a été relayé par votre capacité à agir. Introduire le jeu à vos souhaits, en fait, c'est aussi une initiative originale, c'est du neuf, personne ne nous obligeait à le faire. C'est peut-être pas mal d'avoir été chercher ce jeu aux États-Unis, de l'avoir traduit, transposé, édité, vendu. C'est, là encore, du neuf. Voilà. Et quand on fait du neuf, il peut y avoir des initiatives qui sont bonnes et puis il y en a qui tombent à l'eau. Proche de ça, il y a l'idée aussi qu'il faut mettre en avant quelque chose, il faut exposer quelque chose, peut-être affirmer une conviction, développer une réflexion écrite pour un public, développer un propos pour une instance éthique qui nous demande ce qu'on pense. Il faut mettre des choses en avant. Il faut exposer des choses qui n'étaient pas déjà dites ou pas prêtes à l'emploi. Il y a une formation à la fédération qui s'appelle « Porter le message de Jalmalve ». Eh bien, c'est quelque chose qui entraîne à exposer un message qui n'est pas simple, qui n'est pas trop plaqué, qui n'est pas massif. Eh bien, exposer, c'est un véritable effort et c'est très créatif.
Deuxième caractéristique que je trouve commune à ces actions dans le domaine de la cité et à notre part d'influence, il faut agir et il faut prendre part. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça tout seul et on ne fait pas ça nulle part. Par exemple, quand vous êtes représentant des usagers, vous allez donner votre avis à propos de quelque chose. Peut-être vous allez participer à une instance où l'hôpital va s'intéresser sur un problème d'organisation des soins, d'amélioration des choses. Vous allez donner un avis, non pas en tant que soignant compétent sur la partie soins, mais sur la partie peut-être sur l'ensemble de la personne prise en charge. Nous pouvons avoir, nous, bénévoles représentants des usagers, quelque chose à apporter au chantier de comment améliorer quelque chose. Lorsque vous assurez un mandat, que vous êtes dans un conseil d'administration d'une organisation ou d'un comité d'éthique, vous prenez part. Et je crois que c'est une des difficultés de ces actions, c'est que nous n'en sommes pas tout à fait maîtres du terrain de jeu. On fait avec d'autres le plus souvent. Je vais vite. Il en reste 2 caractéristiques avant de venir aux particularités de l'engagement. Ce sont très souvent des choses qui vont mobiliser un projet et une équipe sur le projet. Et on l'a dit ce matin, dans d'autres termes, on a déjà parlé de l'importance des projets qui vont permettre d'associer l'association et de se mettre en marche avant et d'éviter peut-être des fuites sur le côté. C'est un projet original qu'il faut mettre en œuvre et comme tout projet, c'est un peu une aventure, c'est-à-dire que personne au tout début sait dire combien de temps ça va nous prendre, quelle sera la date du rendu final. En fait, on avance, chemin faisant, ensemble. Bien sûr, on a une idée, mais après, il faut programmer les choses, il va falloir préparer les choses, et puis vous avez le jour J, et en fait, votre projet, il est terminé le jour où vous en faites le bilan. Tout ça, c'est une aventure, et une aventure qu'on va faire en équipe, parce qu'en fait, ce n'est pas le président de l'association, la présidente de l'association, ce n'est pas le coordinateur tout seul. Il va falloir y mettre des bénévoles avec des rôles particuliers, ceux que je viens de nommer, les responsables associatifs, peut-être aussi des tiers que vous allez mobiliser. Donc ce sont des projets collectifs et c'est peut-être le grand avantage mobilisateur pour beaucoup. Et puis, un projet et une équipe, quelque part, il faut réussir à être un auteur collectif. Je prends auteur au sens étymologique, l'auteur, c'est celui qui a une parole authentique de lui-même, il est l'auteur de sa parole. Eh bien, c'est un auteur collectif qui va bâtir un projet de conférence-débat ou qui va bâtir un projet d'article dans les journaux. Et de ce point de vue-là, ça a une caractéristique très importante pour nous, c'est qu'il va falloir à plusieurs parler au nom de l'association, être le porte-parole quelque part d'un discours qui est plus large que celui de chacun de ceux qui va y contribuer. Dernière caractéristique, j'espère que les effets de la digestion ne sont pas trop engagés, enfin dans le sens de l'indigestion des idées, je parle volontairement vite pour gagner du temps pour la suite. On est dans un domaine où on cherche à avoir une influence culturelle, on cherche à avoir une action qui modifie des repères culturels. Ça peut être parce que vous défrichez un sujet, vous décidez de parler d'un sujet dont on n'avait pas parlé autour de vous. Vous attaquez quelque chose sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès vis-à-vis d'un public qui n'avait guère entendu parler de ça. Il va falloir défricher, il va falloir donner des éléments, etc. Il va falloir entraîner les gens sur quelque chose auquel ils ne s'y attendaient pas. Il va falloir trouver un angle d'attaque pour parler de choses. Il va falloir finalement être comme un défricheur qui fait de la place dans la forêt pour avancer des choses nouvelles. On va chercher aussi à déplacer des esprits. On va chercher à influencer, je crois, à déplacer des esprits. Je vais même formuler les choses en disant à séduire le public, mais non le convertir de force. On n'est pas militant d'une cause qu'on veut brillamment développer, mais en revanche, on veut séduire le public, c'est-à-dire l'amener sur un chemin où il n'avait pas eu ce genre de réflexion avant l'apport que l'on va faire, avant la conférence, avant l'article qu'on écrit. Séduire, c'est une superbe étymologie, ça vient de seducere en latin, et seducere, ça veut dire sortir quelqu'un de son chemin. Et d'une certaine façon, quand on est sur ce domaine de l'action dans la cité, quand on dit qu'on veut avoir une influence culturelle, modifier les représentations de la mort dans notre société, on cherche bien à séduire les gens pour les amener à un endroit un peu différent de là où ils étaient avant qu'on les rencontre. Mais pas parce qu'on leur a asséné des idéologies toutes faites,
mais parce qu'on a trouvé un chemin de réflexion qui déplace les gens. De ce point de vue-là, Patricia Floriet, je ne sais plus où elle est, disait ce matin cette chose extraordinaire à propos des 2 temps de formation à l'écoute qu'ils avaient mis en place tout au début, écoute des besoins de l'autre, écoute des besoins de moi, et en plus un long moment de repos pour que ça fasse son chemin après dans l'esprit des gens. Et bien voilà, c'est un processus qui déplace et qui fait qu'on apprend. Et de ce point de vue-là, quand je dis déplacer les esprits, je crois que c'est ça qu'on fait. Et à notre modeste échelle, et j'ai terminé sur ces idées-là, ouvrir un espace d'échange et de réflexion, quelque part faire société, faire réflexion collective, ça peut être vrai dans l'association, ça peut être vrai autour de l'association. Ce sont donc des caractéristiques qui font que être actif dans le domaine de la cité, quand on est bénévole, ne c'est pas tout à fait la même chose que d'être actif en termes de présence et d'écoute auprès des personnes. Il y a bien sûr des points communs, mais ils ne sont pas tous. Et du coup, qu'est-ce que ça engage d'y aller? Et ce sont les derniers mots que je vais dire. Après, je passerai la parole aux 3 témoins qui sont là et qui vivent leurs derniers instants de tranquillité. Ce que le bénévole dans la cité engage, j'ai dit quelque chose écrit comme ça en disant « quand il faut y aller, il faut y aller ». C'est-à-dire que ce sont des situations où il faut oser aller à la rencontre des autres concitoyens, oser aller à la rencontre d'une relation qui est une relation collective qu'il va falloir bâtir. On en a beaucoup parlé de l'importance de oser une relation, et là, il faut oser une relation avec des concitoyens en masse ou en nombre. On ne les connaît pas tous, peut-être qu'ils sont bien disposés, mais il y en a peut-être qui ne sont pas si bien disposés que nous. Il y a peut-être des interlocuteurs qui vont s'avérer être des contradicteurs parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on propose. Il faut donc oser y aller. C'est peut-être un peu comme oser passer la porte le matin à l'hôpital, mais c'est quand même d'une autre nature. Il faut prendre le risque d'une intervention qui est réussie ou qui est ratée, qui se fait en temps réel. Il faut s'exposer en public. De ce point de vue-là, je dirais bravo, merci à toute l'équipe de Jalmab, Léman, Mont-Blanc. Quand on monte un congrès comme le nôtre, nous y sommes. Une fois que c'est fait, il y a un travail de préparation gigantesque. Une fois que c'est parti, ça se déroule. S'il y a un raté, eh ben, on est planté parce que je ne sais pas quoi, la sono s'arrête, catastrophe. On prend le risque d'une intervention en live, on ne sait pas, ça va peut-être se passer bien jusqu'au bout, peut-être que les horaires ne vont pas être débordés, ça va être super, mais peut-être que ça va rater. Bien. Encore une idée, il faut que le bénévole soit prêt à porter un message qui le dépasse personnellement, même s'il y adhère, c'est-à-dire d'être capable de reprendre un message de Jalmab, et ça, ce n'est pas si facile, parce qu'il faut déjà le tracer, le simplifier, D'accord. Dernier point, j'en vois qui dorment déjà, mais je ne dénoncerai absolument personne, et pas que là-haut, hein. Je dis ça en toute sympathie, c'est vachement difficile de résister à l'assoupissement après le déjeuner, surtout quand il a été bon. Il faut accepter le risque d'être confronté par d'autres opinions, d'autres réalités, d'autres expériences, des personnes qui ne sont peut-être pas de l'avis de ce que nous avons envie de faire avancer. Il faut être vrai et sincère, parce que c'est notre seule force, c'est d'être authentique, et authentique sur notre expérience. Il faut être convaincu, mais il ne faut pas être excluant. Alors ça commence à être... Voilà. Il faut parler vrai, mais dans des circonstances pas toujours simples, parce qu'un collectif de personnes, un public, ça peut s'énerver, etc. Il faut peut-être se cultiver sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le risque de proposer une conférence-débat sur un sujet aux gens de la ville où on est, dans la salle que la mairie nous a prêtée, et d'être quelque part un peu court sur le sujet. Il faut avoir travaillé. Et de ce point de vue-là, je trouvais très intéressant et important la richesse de ce que la revue, qui a fait cette espèce de recension de la collection des articles qui touchent notre sujet, montre l'importance de l'effort de réflexion qui a été élaboré depuis un paquet d'années et qui fait qu'il y a une culture sur les sujets. Voilà. Je pense que c'est une exigence et que ça engage beaucoup ceux qui se lancent dans l'aventure. Il faut être suffisamment cultivé sur le sujet, pas parce qu'on est un expert, parce qu'on ne l'est jamais, mais parce qu'on est suffisamment à l'aise avec les facettes du sujet pour entendre ce qui, dans le public, va faire écho ou contre-écho. Et puis, il faut être soucieux d'amélioration concrète. D'ailleurs, ça a été dit ce matin. Parce que l'on prend part, il faut avoir un côté tourné vers les améliorations, tourné vers des
organisation meilleure ou tourner vers des discussions éthiques plus claires, plus clarifiantes ou vers des repères culturels plus riches, plus forts. Il faut être assez tourné vers des améliorations parce que tout ça, on ne le fait pas simplement pour nous faire plaisir, on le fait pour essayer de faire un pas en avant. Alors ça fait beaucoup de choses et du coup, je m'arrête là, mais du coup, je passe la parole aux 3 témoins et merci. Et chacun d'entre vous, si vous voulez bien, avec une première question que je vous pose, il n'y a pas d'ordre pour répondre, c'est à qui sera le plus inconfortable. À chacun d'entre vous qui êtes responsable dans votre association, soit que vous en soyez le président actuel ou vous l'avez été, peu importe, qu'est-ce que vous engagez de vous quand vous avez amorcé dans votre association un projet concret d'action qui rentre dans cette famille de projets d'action dans la cité? Sur un exemple, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'est-ce que vous avez engagé de vous quand vous vous êtes lancé dans une petite aventure ou une grande, peu importe? Je me mets à côté de vous pour rester solidaire. Mais... Sabine, Jacques, Philippe. Oh, voilà. Sabine ayant le micro. C'est quand même un excellent classique. Merci beaucoup. Nous avons le temps contre nous. On y va. Donc, moi, je suis donc présidente à Jeanne d'Arc Compiègne. Nous venons, après ces 2 longues années sans activité, d'être contactés par la mairie et le CCAS pour participer. Ils ont créé une maison des parents. La maison des parents, donc ils ont fait un site. C'est une plateforme qui accompagne, pardon, vous me dites si vous n'entendez pas, hein, et si je mets mal mon micro, qui a pour vocation d'accompagner les familles et de renforcer la cellule familiale. C'est une aide bienveillante et gratuite qui est donc organisée par la mairie. Et il y a un lieu spécifique qui est la maison des parents où les parents ont le loisir de se retrouver alors autour d'ateliers de gestion des émotions parents-enfants de 3 à 6 ans, autour d'ateliers de gestion des émotions pour des enfants de 7 à 10 ans. Il y a un point d'écoute parent en individuel avec une psychologue pour poser toutes les questions autour de la parentalité. Il y a un atelier bulle d'oxygène et parentalité. Et il y a aussi un point d'écoute parent en individuel et une mallette des parents en collectif. Partant de ça, la mairie est venue nous voir et nous a dit, au niveau du cycle de la vie qu'on avait fait à Compiègne, mais il y a déjà, c'était pour nos 10 ans, donc ça fait bientôt 15 ans, au niveau du deuil, vous avez votre place. Bon, nous avons notre place. Bon, donc on part pour l'aventure parce qu'on n'a pour le moment rien fait encore, si ce n'est préparé. On nous a proposé dans un premier temps de participer à un rendez-vous avec à peu près entre 12 et 14 parents. Alors pour présenter volontaires qui auront été triés auparavant par le CCAS, pour présenter l'accompagnement donc, que l'on fait aux personnes aux fins de vie et l'accompagnement du deuil. Et parallèlement, et ça c'est le 1er juin, on sera un peu comme dans les forums associatifs, on aura un stand au centre-ville et on aura, on est parti là-dessus, je prendrai tout le matériel concernant les livres d'enfants, concernant la maladie grave et la mort, les cahiers qu'on a avec lesquels on travaille au deuil, et en fait s'arrêteront à notre stand un peu comme dans le forum des associations, ceux qui auront envie de s'y arrêter. Et ça sera au-delà de la maison des parents, même si cette première réunion est fixée, ça sera ouvert au tout public. Donc voilà pour le projet. Alors qu'est-ce que j'engage? Je continue ? Qu'est-ce que j'engage, qu'est-ce que cela engage pour moi, un projet comme ça dans la cité? D'abord, une conviction profonde que ce projet peut être un plus pour notre association. Ensuite, une confiance dans le projet, même si on a les bases, on a plusieurs années de pratique et tout, ce genre de choses, on n'a jamais fait. Une certitude aussi, le projet va exiger des énergies. Donc un questionnement, qui va suivre dans l'équipe?
c'est une demande de disponibilité particulière pour un projet qui peut être renouvelé, donc dans un engagement qui peut être reporté. Nous, a priori, on n'avait jamais pensé aux bénévoles dans la cité. C'est surtout les bénévoles administratifs qui, quand il y a des ciné-débats et tout ça, se réinvestissent de nouveau dans la cité. Mais bon, on a une bénévole qui s'était formée pour la campagne et qui est très active aussi pour ça. Mais bon, voilà. Et puis le dernier point, c'est se persuader qu'on peut y arriver. Voilà, moi j'en suis là. Ça serait hyper important pour notre espace d'œil. On a un espace d'œil à vivre où on est actuellement 6. On a 2 bénévoles qui terminent là, leur DU universitaire qui vont nous rejoindre. On sera 8. Et c'est une des choses qu'on n'a jamais arrêtées pendant ces 2 ans, c'est l'accompagnement du deuil. L'accompagnement d'adultes, d'enfants, d'adolescents. Et là, on serait susceptible de reprendre aussi contact avec les scolaires. Et ça nous réjouit beaucoup. Merci. J'ai Merci été Sabine. dans les temps. Mais oui. Oui, essayez de bien rester dans les temps. Philippe Deroy, même question. Sur un projet, qu'est-ce que l'on engage personnellement quand on s'y lance? Alors, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu clivant à Jalmab, c'est la représentation des usagers. Alors, je suis Jalmab Westvar, je ne suis pas le président, mon épouse est la présidente, mais moi, je m'occupe simplement, des représentations d'usagers. Alors, ce que j'y mets, moi, tout de suite, c'est ma conviction que c'est utile. C'est le plus important. C'est-à-dire que on parle de beaucoup de choses, mais en fait, être représentant des usagers, c'est être à l'écoute, comme nos bénévoles accompagnants. C'est se préoccuper de la bientraitance, c'est se préoccuper du respect du droit. C'est en même temps un engagement personnel parce que il faut être persuadé que la représentation des usagers, c'est en cohérence avec ce que nous faisons dans l'accompagnement. Ce n'est pas un sujet autre dans Jalmab. Tout ça, c'est très lié. Et en même temps, ça nécessite une sorte de spécialisation, parce que être représentant d'usagers, c'est un besoin de formation permanente, parce que les textes évoluent, parce que beaucoup de choses. Alors certes, nous sommes aidés par France Association Santé, qui organise beaucoup de réunions, de colloques, de formations, mais il n'empêche qu'il faut, à titre individuel, aller un peu plus loin dans la connaissance. Veux-tu que je dise autre chose? C'est parfait, c'est excellent. À moi. Bref, il faut y croire et il faut s'y coller. À moi. Je n'y échapperai pas, m'a dit ma voisine. Juste une petite remarque, si je peux me permettre, sans rallonger trop le temps, à l'intention d'Olivier. Tu as dit tout à l'heure, en nous présentant, les 3 témoins venus des 4 coins de France. Je me suis dit, punaise, l'enjeu est bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Hein, parce que comment allons-nous faire? Voilà. On se retrouve dans plein de choses dans ce que tu as présenté, les différentes actions dans la cité. Hein, et finalement, il y a un tas d'exemples qui pourraient être pris. Je voudrais reprendre sur notre exemple départemental en Vendée. À propos de formation, hier soir, il a été question de formation et de la difficulté d'être organisme de formation. Et il a été fait remarquer qu'on peut très bien s'inclure aussi comme intervenant dans des formations qui sont pilotées, assurées par d'autres, par des organismes reconnus. Et donc c'est un petit peu sur cet aspect-là que je voudrais développer là maintenant, parce que nous sommes dans cette logique là depuis un certain nombre d'années. Jalmab Vendée, nous intervenons pour des organismes de formation. Alors je pense, notamment ça peut être des établissements de formation pour les infirmiers, futurs soignants, beaucoup
des organismes de personnel à domicile, hein, ADMR, voilà, qui font appel à nous pour des temps d'intervention dans des modules de formation qu'ils pilotent. Et je rejoins aussi ce que disait le professeur Scherer ce matin. J'ai bien aimé sa distinction entre formation, sensibilisation. Et c'est ce que je leur dis souvent. Nous ne sommes pas des formateurs, nous ne prétendons pas être des formateurs et apporter quelque chose dans une formation professionnelle. Mais par contre, nous sommes des gens là qui sensibilisons, qui apportons un témoignage. Donc on est beaucoup sur ce témoignage de sensibilisation. Nous l'avons fait aussi en direction, par exemple, des directions d'EHPAD en lien avec les équipes mobiles de soins palliatifs, hein, qui assuraient des formations pour ces établissements et qui systématiquement nous faisaient appel aussi pour présenter le volet de l'engagement des bénévoles dans l'accompagnement. Voilà. Et puis, dans le fil de ce que je dis, nous développons de plus en plus, depuis quelques années, un large partenariat avec le conseil départemental, qui nous a sollicité il y a maintenant plusieurs années, nous connaissant déjà et faisant référence à notre expérience, notre expertise, comme ils nous ont dit, et ils ont souhaité donc nous associer dans un plan, un schéma qu'ils intitulent Autonomie, le schéma Autonomie Vendée Autonomie sur 2020-2024, donc sur plusieurs années. Et ce plan, donc, dans sa mission sociale, hein, et vis-à-vis notamment des personnes âgées, ce plan donc inclut des interventions auprès des personnels d'EHPAD, mais aussi auprès des personnels des résidences autonomie. Hein, donc, ce sont avec des personnes donc autonomes, comme leur nom l'indique, mais des personnels qui sont souvent peu qualifiés, pas de formation bien soutenue et qui sont pourtant confrontés à des situations difficiles de vieillissement, voire de décès dans leurs établissements et qui les déstabilisent. Donc c'est aussi un public pour lequel nous avons été sollicités et puis également auprès des accueillants familiaux. Donc qui ont des personnes âgées ou handicapées à domicile. Et donc le conseil départemental nous a sollicité pour que nous intervenions dans le cadre de formations qui leur sont proposées, de façon à présenter un peu notre expérience d'accompagnement auprès des personnes âgées, auprès des personnes en fin de vie, et que nous puissions donc intervenir et apporter ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous proposons. Voilà. C'est ça qui engage. C'est ça que vous engagez. Ouais. Alors l'engagement, effectivement, mais je rejoins mes collègues, c'est une forte conviction sur le sentiment que ça va servir réellement à quelque chose, une certaine responsabilité aussi. Il y a une responsabilité personnelle et collective. Et puis, je dirais, une façon de faire vivre les mots-clés de Jeanne Malve, enfin les valeurs, dignité, respect de la vie et solidarité. Pour moi, ça a un sens. Et quand on est en discussion avec des élus, ce mot solidarité, fraternité républicaine, c'est quelque chose qui est porteur. Il y a 3 questions, donc il en reste 2. Essayons d'être un tantinet plus bref. Merci beaucoup, Huguette. Message reçu. Alors, la deuxième question, elle est absolument redoutable, elle s'adresse, c'est la même question à chacun, qui est comment est-ce que vous prenez soin des bénévoles que vous allez mobiliser sur un projet ? Sur le même projet, vous pouvez le développer, ou sur un autre projet, mais comment sur des projets de cette nature, vous prenez soin des bénévoles qu'il vous faut mobiliser ? Même tour de parole ? S'il faut, oui, c'est vous dire l'enthousiasme et l'entrain. Je ne fais pas trop de différence entre les bénévoles de la Cité et l'équipe de bénévoles. Enfin, je pense que l'équipe, il faut rester en contact avec elle le plus possible.
Alors c'est vrai que les 2 ans qu'on a passés aussi, nous ont coupé dans notre élan, mais c'est important de bien connaître ces bénévoles et de rappeler régulièrement le travail qui est fourni au niveau de l'administratif et au niveau de cet investissement qu'on fait justement dans la cité. Nous, on voit aussi dans les écoles d'infirmières, dans les domaines scolaires et compagnie. Donc, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui portent les choses et qu'on arrive à entraîner dans l'action certains autres bénévoles qui s'étaient donnés. Alors, c'est du temps en plus, mais voilà, si on arrive à les convaincre, donc pour en prendre soin, on leur présente le projet, on attend un certain temps, on ne se désespère pas, on a quelques réponses, on recommence. On arrive à faire un petit groupe, on essaye de les faire parler entre eux pour qu'il y en ait d'autres qui disent « bon, bah, toi, tu pourrais venir 1 heure avec moi », de manière à motiver. Je pense qu'il ne faut jamais se désespérer, qu'il ne faut pas porter de jugement non plus sur la disponibilité ou non de tel ou tel bénévole, qu'il ne faut pas l'imposer, mais qu'il faut susciter l'envie de nous suivre. Il faut redire régulièrement que les bénévoles que nous sommes sont indispensables sur le terrain, mais aussi pour tout ce qui concerne les organisations du terrain. Et on a récemment, mais je ne vais pas le lire, je pense qu'on verra s'il y a du temps, nous on a trié toutes les lettres aux adhérents, on va avoir 25 ans l'année prochaine, et on a retrouvé de la lettre aux adhérents numéro 1 jusqu'à maintenant, et on a 2 lettres aux adhérents par mois. Et j'ai retrouvé qui... On n'entend pas? Pardon. 2 par an. 2 par an. 2 lettres par mois ou par an? Non, 2 lettres par an. Ah oui, 2 lettres On par est an. d'accord. Je vois que vous Excusez-moi. ne dormez pas. Hein. Non, 2 lettres par an. Merci, ça Et réveille tout le monde. voilà, ça réveille, exactement. Et c'est vrai que on se dit que les années passent, mais que ce problème-là existe depuis toujours. Motivé pour nous aider à l'administratif, c'est... Ouais, et ne pas perdre patience. Donc j'ai Continuer retrouvé à cette motiver. fameuse lettre, et si on a le temps, je vous la lirai. Je ne l'ai pas encore lue à mes bénévoles, mais j'ai lue au bureau, et c'est vrai qu'on a tous trouvé qu'elle était d'une part bien tournée, et ensuite d'une actualité récurrente. D'accord. Daniel? Très rapidement. Philippe, pardon. Je vais aller vite. Oui, pour moi, il faut ménager, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les bénévoles d'accompagnement avec les bénévoles de cité ou bon, c'est cohérent tout ça, c'est un ensemble cohérent et ça ne fonctionne que parce que les 3 existent. Il n'y a pas à faire de tri, c'est plus important, l'accompagnement est plus important que ceci ou cela. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Tout est important dans la même association. Et je passe le micro. Mais il faut bien le garder tout près, ce micro. Alors, je rejoins complètement ce qui a été dit. Je crois qu'il est important de respecter d'abord chaque bénévole dans son engagement. Par rapport à cet engagement dans la cité, il n'y a pas de distinction chez nous, mais comme souvent, je crois, entre bénévoles d'accompagnement et bénévoles dans la cité, ce sont les mêmes. Et c'est certains bénévoles qui font de l'accompagnement qui acceptent aussi de s'engager dans cette mission dans la cité. Et on sait très bien que d'autres ne le pourront pas pour des raisons diverses et complètement respectables. Voilà. Ceci dit, il faut quand même, sur un projet comme celui que j'ai essayé de présenter, il faut un certain nombre de personnes. Donc il va falloir susciter des gens sans que ça leur fasse peur. Et pour cela, il nous paraît important d'essayer de fonctionner dans chaque intervention, par exemple, en binôme, et en faisant en sorte que ces binômes soient constitués d'un bénévole, je dirais, un peu expérimenté déjà dans ce genre d'intervention, et d'un binôme et d'un second plus nouveau qui va accepter de venir en appui et qui progressivement, au bout de quelques interventions, prendra de l'assurance. Voilà. Je crois qu'il faut aussi permettre à des gens d'acquérir de nouvelles compétences. Olivier citait tout à l'heure la formation proposée par la Fédération sur porter et faire connaître le message de Jalmalve. Nous avons
organisé, d'ailleurs il y a quelque temps, une session décentralisée en Vendée pour permettre à un certain nombre de nos bénévoles de pouvoir s'engager sur ce terrain-là. Et ça, je crois que c'est important. Et puis, ça peut permettre, c'est encourager, permettre aux personnes aussi de prendre confiance dans des choses qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ne maîtrisaient pas. Et en intervenant, un certain nombre nous disent, oui, finalement, c'est intéressant, c'est motivant. Le choix des verbes qui vient d'être partagé par vous trois est extrêmement riche autour de prendre soin. On a entendu une série de verbes, et merci, parce que ce sont des actions, et ce sont des actions dont on voit bien que c'est le porteur du projet, le responsable de l'association qui les met en œuvre, et on est vraiment dans des façons de faire qui vont faire le résultat que l'on souhaite. Je nous pose une troisième dernière question, et ça permettra peut-être de respecter l'heure, et peut-être que cette dernière question, qui est un peu en contrepoint, va permettre de dire une chose de plus, qui est peut-être la clé qui aide à oser se lancer dans des actions dans la cité et le faire. C'est si vous avez connu un raté, c'est-à-dire si une fois vous avez fait un truc qui n'a pas marché, qui s'est planté ou qui s'est enlisé, c'est pourquoi. Bien sûr, dans la famille, action dans la cité, action vers l'extérieur, action vers les publics, etc. Si vous avez connu un raté, est-ce que, en revenant, quelle est la raison si vous en avez trouvé une après coup? Là, on garde le même ordre de parole ou on se la joue à qui veut faire? Parce que ça peut être intéressant de savoir pourquoi on s'est planté sur une opération comme ça. Je ne sais pas si Daniel a un témoignage, mais Philippe, pardon, décidément. Mais là, il a aussi le temps de parole. Donc, planté et rapidement, en quelques mots. Sauf s'il n'y a pas de vécu. Désolé, mais bon, pour l'instant, on n'a pas connu de raté, donc... Donc c'est un petit peu difficile. J'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça instantanément à l'esprit d'un raté dans une tentative dans la cité. Alors, les témoins n'ayant pas connu de raté, c'est parfait. Je vous repose la même question dans son volet positif. La clé de la réussite d'une opération que vous avez pu faire de ce type-là, on est toujours sur un projet qui est tourné vers la cité. S'il y a une clé de la réussite, est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose de plus que ce que vous avez déjà dit? Là, oui. Alors, la clé de la réussite, c'est la conviction, pour moi. C'est-à-dire, à partir du moment où on est certain que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est, comme en mathématiques, suffisant, on est convaincu que ça va marcher, ça doit marcher et ça marchera. Parce qu'on va convaincre les bénévoles du bien fondé de ce que l'on veut faire. Les pionniers, j'entends quelque chose du discours des pionniers qui lancent quelque chose et qui y croient et il se trouve que ça prend. Et après, on dit que c'était des pionniers. Sauf que quand ils ont démarré, ils y croyaient surtout. Oui, moi j'ai la même réponse. Grâce à quoi ça marche? À la patience, à l'entêtement, à la force d'y croire et d'arriver à convaincre et d'être soutenu. Et pour le rater, je n'ai pas de souvenir particulier, mais je pense que ça serait de l'usure et de la fatigue si on ne se sent pas soutenu, justement. Je vais reprendre à peu près les mêmes choses et en insistant sur la conviction, et la conviction pas d'une seule personne, mais d'une équipe. La notion d'équipe me paraît importante dès qu'on est sur un projet un petit peu d'envergure. Et nous, ce projet-là, il est porté par notamment le conseil d'administration, ou au moins un certain nombre de membres du conseil d'administration. Et je crois beaucoup à la force j'ai aucune compétence en physique mécanique, mais la force de la petite roue qui va entraîner la grande roue. Mais en tournant peut-être beaucoup plus vite pour faire tourner la grande. Mais je crois que cet effet est certain. Merci, merci à vous trois, à chacun de vous. Je rajoute, et ça prendra les dernières minutes qu'on pouvait s'accorder, quelque chose qui était écrit à l'avance et qu'aucun des trois là n'a pu voir. C'était ce que j'imaginais être à l'avance, on va dire un point de méthode qui, si je suis dans la peau d'un responsable associatif,
devrait aider à réussir à entraîner, petit trou qui entraîne la grande roue, l'image est extrêmement jolie, l'ensemble d'une équipe vers un projet qui est tourné vers la cité et qui prend le culot de proposer une petite modification sur ce thème qui est le nôtre dans la grande cité. On retrouve des mots qui ont été dits, solliciter, susciter personnellement, c'était très individualisé, on a bien senti que vous parliez à des bénévoles en personne et pas un discours général à tout le monde, provoquer sans imposer, on l'a dit, accorder du temps aux volontaires, ne pas bousculer trop, prendre du temps, laisser, associer dans le projet, faire une place aux bénévoles qui s'y impliquent, même si on est peut-être plus leader, plus porteur, faire une place, leur permettre de mettre leur grain de sel dedans. J'ai rajouté, ça c'est très différent, s'accorder périodiquement sur le but que l'on poursuit, c'est-à-dire chemin faisant, redire c'est bien ça le projet, voilà ce que l'on veut faire, c'est-à-dire remettre le but de l'opération clairement et le partager parce qu'on peut dériver. Faire équipe entre les bénévoles de rôles et de poids différents, il n'y a pas de petites roues et de grandes roues qui soient meilleures l'une que l'autre, elles sont complémentaires et il y en a une qui peut entraîner l'autre, c'est parfait. Je rajoute, donner un rôle public à chacun, qui fait que lorsque l'on va vers le public, eh bien c'est bien si tous ceux qui ont participé au projet, ou presque tous, peuvent avoir un rôle public, car c'est un facteur d'implication. Protéger au jour J, si jamais il y en a un qui se fait rentrer dedans ou qui arrive en retard, ce n'est pas le jour où lui dire qu'il est vraiment problématique. Et faire ensemble un bilan après coup, ça c'est très exigeant ça, parce que non seulement vous avez porté le projet, vous avez eu le culot d'aller faire un truc, il y a une super manifestation qui s'est super bien déroulée, et en plus vous prenez le temps d'y retravailler un petit peu après avec l'équipe que vous aviez embarquée. Là, chapeau bas, bravo, c'est la perfection dans le genre. Merci, on ne va pas aller plus loin. Pardon ? Le texte de Citadelle. Il peut être lu. C'était une, Bon, c'est alors une je vous le dis, citation je vous le dis de en 2 Saint-Exupéry, minutes. donc voilà. Allez, on se fait un coup de littérature. C'est un texte écrit de Saint-Exupéry dans son bouquin qui s'appelle Citadelle. Attention, on décolle, hein, c'est pas du Malraux, mais enfin ça ronfle un peu. Bon. Et par contre, si je communique à mes hommes l'amour de la marche sur la mer, et que chacun d'eux soit ainsi en pente à cause d'un poids dans le cœur, alors tu les verras bientôt se diversifier selon leurs 1000 qualités particulières. Celui-là tissera des toiles, l'autre dans la forêt par l'éclair de sa hache couchera l'arbre. L'autre encore forgera des clous, et il en sera quelque part qui observeront les étoiles afin d'apprendre à gouverner. Et tous, cependant, ne seront qu'un. Créer le navire, ce n'est pas tisser l'étoile, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, et à la lumière duquel il n'est plus rien qui soit contradictoire. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de prendre un peu de dessert, vous avez là un morceau de choix. Voilà, c'est du Saint-Exupéry, c'est de la haute pensée morale, c'est assez bien écrit, un peu lourd. C'est quand même pas mal sur l'idée que c'est un projet commun que l'on a mené à terme ensemble et que c'est une histoire de poids dans le cœur pour le réussir. Voilà, c'est un beau texte. Merci. Merci Philippe, merci Sabine, merci Jacques et Huguette. Avouez que ça aurait manqué quand même.